Voilà, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation, je dirais même convocation. Voilà, et nous vous prions de bien vouloir excuser le léger décalage puisque l'audition était prévue à 11h30. Nous allons donc maintenant procéder à l'audition de Monsieur Michel, alors on dit Wackenheim, voilà, ancien directeur général de l'aviation civile, conseiller du président du groupe, de Monsieur Bruno, non, il n'est pas là, c'est pas, si Monsieur Bruno Coste, pardon, oui, directeur environnement, et de Madame Annick Périmont-Dubreuil, directeur des relations avec le Parlement, les trois pour le groupe Airbus, et de Madame Anne Bondiou-Clergerie, directrice de la recherche, développement de l'espace et de l'environnement, et de Monsieur Jérôme Jean, directeur des affaires publiques du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de bien vouloir prêter serment en rappelant qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Monsieur Michel Wackenheim, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure, après avoir utilisé le micro qui est devant vous. Merci. Je le jure. Voilà. Et de l'amener vers vous, c'est encore mieux. Le micro, je parle. Monsieur Bruno Coste, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Madame Annick Périmont-Dubreuil, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Madame Anne, Bondiou-Clergerie, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Enfin, Monsieur Jérôme Jean, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, et à la suite de votre exposé introductif pour chacune des deux parties, ma collègue rapporteure Leila Aïchi introduira le jeu des questions et puis on a moins de collègues à cette heure, il y en avait tout à l'heure, mais nous aurons un échange collégial et nous avons une grosse heure devant nous. Merci. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je représente le groupe Airbus, comme vous l'avez indiqué, et je vais vous faire un exposé. Alors, je ne sais pas s'il y a une limite de temps dans la présentation liminaire, disons peut-être 15-20 minutes, sur différents points, en essayant de ne pas aller trop loin dans le détail, de façon à pouvoir avoir un échange de questions ensuite. Je commencerai par... on vous propose 10 minutes chacun. Une brève présentation du groupe Airbus, et puis je passerai ensuite au contexte. C'est plus le contexte qui nous intéresse honnêtement, c'est plus le contexte. Voilà, plus le contexte. Et le contexte et également donc, la nature des questions qui se posent et les actions qui sont prises par le groupe Airbus et par l'aviation en général pour améliorer la situation en matière de qualité de l'air. Bon, donc je ne vais pas m'appesantir sur la présentation du groupe Airbus. Simplement, je dirais qu'il est utile de rappeler quand même que c'est une activité industrielle très importante pour la France, qu'elle représente un chiffre d'affaires et surtout une contribution à l'équilibre commercial, à l'équilibre de la balance extérieure, à une hauteur de 23 milliards actuellement, ce qui est quasiment 2,5 fois ce qu'elle était au début des années 2000. Et que dans ce laps de temps, nous avons créé 13 000 emplois nets sur un montant total qui aujourd'hui se monte à 139 000 emplois. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus dans la carte d'identité du groupe. Je voudrais aussi quand même signaler, et c'est utile pour la discussion, que le groupe investit en matière de recherche et d'innovation, sachant qu'une grande partie de cette recherche et innovation touche aux questions d'environnement.
Airbus Group a investi 3 milliards 400 millions d'euros en recherche et développement en 2014. Pour faire une comparaison, ce montant, c'est le double de ce que l'Union européenne consacrera à la recherche aéronautique au cours des 10 années à venir. Donc, si j'exclus le projet César, mais pour l'ensemble des autres domaines, il y aura 1 milliard 800 millions d'euros au niveau européen. Voilà ce que je peux dire. Bon, la France, bien sûr, bénéficie de cette activité. Et en particulier, sur cette activité de recherche et développement, 38% sont investis en France, autofinancés, et ce qui représente 1,3 milliard en 2014. Donc, et peut-être un indicateur intéressant aussi, le groupe Airbus est le 8e plus important déposant de brevets en France, avec 369 brevets déposés, publiés à l'INPI en 2014. Sachant que le 2e est Safran et le 10e est Thales. Voilà, je passe maintenant plutôt à la question de pollution de l'air. C'est une préoccupation importante de l'industrie aéronautique. Ce n'est pas d'ailleurs une préoccupation nouvelle, et je vais développer un petit peu cet aspect-là. Quand on parle de pollution, alors pour bien fixer le cadre de cette présentation, je parle des effets locaux des émissions polluantes, donc qui sont générées par des sources aéronautiques fixes ou mobiles, c'est-à-dire donc les émissions essentiellement autour des aéroports et résultant de l'activité aérienne. Il y a aussi des effets de l'aviation sur l'atmosphère et plus globaux et qui impactent le changement climatique, mais je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, la combustion, bon, peut-être vais-je vous dire des choses que vous savez déjà. La combustion des hydrocarbures, qui sont utilisés pour la propulsion des avions, génère du gaz carbonique. Mais en ce qui concerne la pollution locale, les oxydes de carbone, c'est ça le principal polluant au niveau local, des imbrûlés, des composés organiques divers, et puis bien sûr de la vapeur d'eau. Donc il y a des hydrocarbures qui ne sont pas complètement brûlés, peuvent s'agglomérer et donner lieu à la formation de particules ou de suie. La pollution atmosphérique a des effets dans une zone géographique donnée. Donc, ce ne sont pas le résultat d'une source unique d'émissions, ce qui rend quelquefois les appréciations et les mesures difficiles. Ils intègrent aussi l'ensemble des émissions sur une zone qui peuvent être plus ou moins dispersées selon les conditions météorologiques, ou au contraire s'accumuler en certains endroits. Bon. Il résulte aussi de mécanismes de recombinaison photochimique et physique. Et je ne vais pas aller dans le détail là-dessus, mais il peut y avoir des phénomènes de formation de produits, des peroxydes, acides nitrates et de l'ozone troposphérique. Donc il y a tout un tas de mécanismes chimiques qui peuvent, au bout du compte, s'accumuler à la pollution directe. Pour ce qui concerne les pollutions au voisinage des aéroports, bon, elles résultent bien sûr des sources fixes, bâtiments, industrie, émissions de produits chimiques au sol, mais aussi mobiles. Et là, il s'agit du trafic routier et du trafic aérien. Nous sommes plus nous-mêmes directement concernés par le trafic aérien, mais il ne faut pas non plus ignorer qu'une activité aéroportuaire génère de l'activité économique, génère des transports concernant l'accès à l'aéroport, et tout ça, évidemment, fait partie du même problème. Alors, je voudrais en second lieu dire quelques mots du cadre réglementaire international, car dans ce domaine de la pollution et de la qualité de l'air, il y a une réglementation internationale qui s'applique aux avions. Cette réglementation émane de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale,
que vous connaissez sans doute. C'est une organisation qui a été créée en 1944 et qui est rattachée aux Nations Unies. Elle a 191 États membres, c'est-à-dire quasiment tous les États de la planète. Et elle a comme rôle de réglementer à la fois la sécurité du transport aérien, assurer l'interopérabilité, réglementer également la sûreté, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, et également l'environnement. Quand on dit environnement, c'est surtout établir des normes, des règles, des normes concernant les avions. Donc on voit bien que la démarche politique au niveau de l'OACI, c'est de réduire en ce qui concerne les émissions, réduire les émissions à la source. Avoir une politique d'incitation pour la réduction des émissions à la source. Cette activité, cette prise de conscience date des années 70. Ça fait 40 ans que cette organisation travaille sur les questions d'environnement. Ça a commencé par le bruit. Il y a eu une réglementation très élaborée concernant le bruit des avions. Puis est venue assez rapidement la question de réglementer et de certifier les avions pour la qualité, disons pour les émissions qui résultaient de l'activité aérienne. Donc ça donne lieu à un document réglementaire qui s'appelle l'annexe 16 à la Convention de Chicago, volume 2 pour ce qui concerne la pollution, la qualité de l'air locale. C'est une activité très importante de cette organisation. Elle est animée au sein d'un groupe d'experts internationaux qui s'appelle le CAEP, c'est le comité sur la protection de l'environnement en aviation. Et ce comité, à lui tout seul, représente environ 550 experts aujourd'hui. Il y a donc plus de 500 experts qui travaillent pratiquement en permanence sur ce dossier, sur les dossiers d'environnement. Il y a 23 États membres qui travaillent au sein du CAEP, des États européens, mais aussi des États non européens, et également 16 observateurs des organisations internationales, dont je ne vais pas toutes les citer, mais il y a notamment l'Organisation du transport aérien international, l'IATA, et également l'Association des aéroports, ACI, et l'Association des industriels de l'aéronautique, qui s'appelle ICCAIA. Tout ça pour dire qu'il y a une expérience déjà accumulée et une multitude de données et d'expertises disponibles au sein de cette organisation. Donc, depuis 1981, puisque c'est la date de publication de la première version de la réglementation sur les oxydes d'azote, il y a des normes qui régissent les moteurs d'avion, qui veut dire concrètement que les moteurs sont certifiés. Il y a donc un processus très élaboré qui commence déjà par définir la métrique utilisée, comme dans toutes les certifications, et puis ensuite des modalités de mesure et des seuils qui sont déterminés en fonction d'un certain nombre de paramètres. En l'occurrence, pour les oxydes d'azote, ça s'exprime en grammes par kilonewton de poussée, c'est-à-dire c'est lié à la poussée des avions. Voilà, donc pour les généralités sur l'OACI. Pour l'aviation, si on en vient aux chiffres, les émissions mondiales d'oxyde d'azote au-dessous de 3000 pieds se situent à environ 250 000 tonnes. C'est le dernier rapport que je pourrais d'ailleurs vous remettre de l'organisation qui donne ce chiffre. Et l'organisation estime qu'en 2036, le total des émissions se situera à environ 520 000 tonnes. 520 000 à 720 000, mais bon, au minimum à 520 000 tonnes. La contribution donc des émissions aux aéroports par rapport au total des émissions, je dirais, aériennes émanant des avions par rapport au total des émissions à proximité des aéroports dépend des conditions locales. Il n'y a pas de chiffres et de règles générales, évidemment. Un aéroport en pleine campagne, là où il n'y a que de l'activité aérienne,
va être dans une situation différente d'un aéroport en zone urbaine. En général, la moyenne mondiale est située entre 8 et 10%. C'est-à-dire que l'activité aérienne représenterait 8 à 10% des émissions de NOx autour des aéroports. Pour certains aéroports situés en zone plus urbanisée, la proportion est inférieure. Pour d'autres, elle est très supérieure. On a en France fait des mesures sur l'aéroport de Toulouse, et là, on a des chiffres qui sont plutôt du côté de 4-5% émanant de l'aviation. Voilà, je ne vais pas aller trop loin dans le détail. Je voudrais simplement indiquer que la dernière version des normes en matière d'oxyde d'azote date de 2010. C'est la 5e génération de normes d'émissions d'oxyde d'azote qui est 15% inférieure à la précédente. Sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire depuis le début de la normalisation OACI jusqu'à maintenant, les normes ont été divisées par 2. On est passé d'un niveau à l'heure d'origine, dont le chiffre varie, donc je ne vais pas donner de chiffre, mais qui aujourd'hui est ramené à la moitié. Et les experts estiment que d'ici une quinzaine d'années, on pourra encore diviser par 2 ce chiffre concernant la certification et les normes en matière d'émissions d'oxyde d'azote. Voilà pour les oxydes d'azote. Pour les particules, là encore, c'est un sujet très très complexe, et beaucoup plus difficile d'ailleurs que le précédent. En termes de volume global, la tendance qui est, je dirais, grosso modo proportionnelle à la consommation de carburant, donc la tendance est similaire à celle des oxydes d'azote. En chiffres, là, en 2006, au niveau mondial, la quantité émise était de 2200 tonnes de particules, mais ce qui représente moins de 1% des émissions de particules au niveau mondial, donc selon les chiffres de l'OACI. En 2036, la même organisation estime que ce chiffre pourrait être porté à 5800 tonnes. Là, on n'a pas encore de système de certification pour les particules, mais il est en cours d'établissement. Donc il va être sans doute adopté au moment de la prochaine assemblée de l'OACI qui se tient en septembre 2016. Et les normes définitives, il y aura un régime transitoire en 2016 et des normes définitives seront établies en 2019. Bien sûr, cela est très complexe à mettre au point. Ça demande d'effectuer un très grand nombre de mesures sur des bancs d'essai. Dans ce domaine, la France est particulièrement active et contribue de façon importante aux discussions et à la mise au point de ces seuils. Voilà, donc je ne parle pas du gaz carbonique, sauf si vous me le demandez. Au niveau national, européen et national, alors d'abord une précision en matière de réglementation dans ce domaine, l'Europe s'est alignée sur l'OACI. Donc il n'y a pas de réglementation européenne. Il y a une réglementation européenne, mais c'est la réglementation identique. Ça est totalement identique à celle de l'OACI. Et les certifications sont conduites sous la responsabilité de l'Agence européenne de sécurité aérienne, qui est en charge aussi évidemment la certification en matière de sécurité. En matière de qualité de l'air, donc au niveau de la réglementation nationale et l'ensemble, les principaux éléments, je dirais, de la législation qui fixe les limites pour les polluants en Europe résulte d'une directive de 2008 sur la qualité de l'air, que vous connaissez sans doute, la directive 2008-50 de la Commission de l'Union européenne, et une directive cadre qui est plus ancienne, de 1996, qui concernait l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. Et en France, bien sûr, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite loi LOR, de 1996, qui a instauré un principe de surveillance de la qualité de l'air pour les grandes agglomérations. Donc cette surveillance, comme vous le savez bien sûr, est confiée à un certain nombre par l'article, il y a un article du Code de l'environnement 222.1, elle est confiée à l'État avec le concours des collectivités territoriales. Et la mise en œuvre de cette surveillance pour chacune des régions est confiée à un ou à des organismes agréés ou des associations de surveillance de la qualité de l'air.
comme l'Oramip en Midi-Pyrénées ou Air Paris en Île-de-France. Et je cite cela parce que c'est l'Oramip qui a conduit les analyses et les mesures sur l'aéroport de Toulouse. Les normes de qualité de l'air prévoient la définition d'objectifs de qualité, de valeurs cibles et de valeurs limites, de seuils d'information, de recommandation, de seuils d'alerte, tout ce que vous savez. Et bien sûr, en cas de dépassement, les préfets peuvent intervenir. S'agissant de l'industrie aéronautique, je voudrais signaler que récemment, l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a vu ses compétences un petit peu étendues et élargies à la qualité de l'air, et un groupe de travail qui fonctionne encore, chargé de proposer, faire des recommandations sur la qualité de l'air autour des aéroports. Troisième partie de ma présentation, les sources d'émissions. Ouais, oui. Si vous, alors, je vais passer sur les sources d'émissions. Peut-être que vous poserez des questions. Par contre, je voudrais parler des actions. Des actions de rapidement, réduction d'émissions. C'est pour qu'on ne soit pas prisonnier du temps qu'on est sur la commission d'enquête. Alors, peut-être que, voilà. On va se partager. Ma collègue va parler des actions. Et puis, on pourra en compléter ultérieurement. Merci, monsieur. Je vous en prie, merci. Madame Bondiou-Clergerie, s'il vous plaît. Donc, bonjour, merci de me donner la parole. Effectivement, l'exposé de Michel Wackenheim étant très complet, je vais essayer de parler des actions et les resituer dans le cadre collectif qui est le nôtre. Donc d'abord, je parle au nom du GIFAS, qui est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, qui rassemble à peu près 350 sociétés, des plus grandes, Airbus, ou toutes petites PME qui nous rejoignent dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et des systèmes embarqués pour la défense. En 2014, ce groupement représente un chiffre d'affaires d'un peu plus de 50 milliards d'euros, avec un peu plus de 74 milliards d'euros de commandes reçues. Et ce qui est important, parce que je vais y revenir fréquemment, c'est une profession qui investit près de 14% de son chiffre d'affaires dans la recherche. Le sens du GIFAS, c'est de mettre en œuvre une organisation en filière qui est très ancienne, probablement parce que construire un avion, c'est suffisamment complexe pour qu'il soit nécessaire de faire se parler dès l'origine le motoriste, celui qui est responsable de l'aérostructure et celui qui fera les systèmes. Donc ça fait très longtemps que cette filière est extrêmement organisée et entretient un dialogue nourri. Alors, à l'intérieur du GIFAS, il y a plusieurs structures. Le GIFAS, c'est un organe de mutualisation de connaissances, de défense des intérêts de la profession, évidemment. Mais il a fait naître des structures qui le dépassent un petit peu, puisque je vais parler aujourd'hui du CORAC, qui est le Conseil pour la recherche aéronautique civile. Alors, je vais en parler parce qu'il est directement impliqué, évidemment, dans ces questions de performance environnementale. Donc, le CORAC a été créé en 2008, sur décision du ministre de l'Environnement, parce qu'il nous a été demandé dans la foulée du Grenelle de l'environnement de mettre en œuvre une série d'engagements de la profession française dans son ensemble, c'est-à-dire au-delà de l'industrie, également les aéroports et les compagnies aériennes. Donc, au terme d'une convention qui a été signée début 2008, on a créé un organe appelé donc ce Conseil pour la recherche aéronautique civile, qui a rassemblé les ministères concernés, la DGAC, côté étatique, les instituts de recherche avec en premier lieu bien sûr l'ONERA, et puis les industriels. Et donc depuis 2008, donc maintenant depuis 7 ans, ce conseil fonctionne et j'oublie de le dire, parce que pourtant c'est important, avec aussi Air France, la Fédération nationale de l'aviation marchande et les aéroports. Et donc, depuis 2008, ce conseil fonctionne pour définir et mettre en œuvre une feuille de route technologique, avec en ligne de mire les engagements qui ont été les nôtres dès l'origine à la signature de la Convention, c'est-à-dire dynamiser la recherche française pour qu'elle colle aux engagements européens, qui étaient réduction des émissions de CO2 de 50% en 2020 vis-à-vis du chiffre de 2000, de 80% des oxydes d'azote, et là évidemment on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, de 80% en 2020 par rapport au chiffre de 2000, et réduction de moitié du bruit perçu, toujours dans la même tranche de temps. Donc ces engagements environnementaux, évidemment,
rejoignent nos engagements de compétitivité. Parce qu'il est évident qu'un avion qui est performant sur le plan environnemental, il est plus compétitif, il consomme moins. Bon, en plus, il est mieux, il se vend mieux, etc. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'être, bien entendu, nos objectifs de compétitivité rejoignent ces objectifs environnementaux, mais en même temps, c'est vrai, bon, Michel a parlé de l'OACI, mais c'est vrai qu'il y a au niveau mondial une volonté d'engagement pour que le transport aérien soit durable. Il reste relativement minoritaire dans sa part aux émissions anthropiques, qu'il s'agisse de CO2 ou d'oxyde d'azote. Il reste très minoritaire, souvent, on l'a dit, hein, c'est 2-3%, bien sûr, mais il est en croissance de 5% par an. Donc pour qu'il soit durable, ça nous impose un devoir donc, de tenter de réduire sans cesse cette empreinte environnementale. Donc le CORAC s'est proposé cela, donc depuis maintenant 7 ans, il met en œuvre des projets de recherche. Alors je ne vais pas tous les décrire, beaucoup d'entre eux vont vers des avions plus légers, le composite par exemple, donc moins consommateurs. D'autres vont vers des moteurs plus sobres, plus efficaces. D'autres encore vers des systèmes d'avionique, c'est-à-dire l'intelligence de bord de l'avion qui permettent des routes plus optimisées, plus efficaces là aussi. Et puis d'autres encore très directement sur les questions de qualité de l'air, comment faire des moteurs qui polluent moins. Et ce qui est important de comprendre, c'est que pour ces différents projets de recherche, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui ne soit pas collectif, c'est-à-dire qui n'associe pas un centre de recherche, une série de PME, le motoriste, avec quand même en général l'avionneur, parce qu'un moteur, ça s'intègre sur un avion. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est tout le temps une recherche collective. Voilà. Non, mais voilà, c'est pas. Il y a des futurs projets de moteurs, par exemple, qu'on appelle des open rotors, vous en avez peut-être entendu parler, qui ont des hélices décarénées. C'est un vrai problème. L'endroit où on les intégrera sur un avion est une vraie question. Voilà. Donc, la qualité de l'air, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? Donc, 2 grands volets. Bien entendu, la technologie avec les moteurs. On a dit tout à l'heure, les moteurs doivent passer une norme qui est exprimée en grammes par kilonewton de poussée. Pour donner une idée, les moteurs, les derniers moteurs que notre industrie a en développement, et plus qu'en développement, puisqu'il sort, le LiPix, le nouveau moteur de Safran, il est à la moitié de la norme CAEP, donc de la norme OACI, au moment de sa sortie. Donc on essaye tout le temps d'avoir une génération d'avance. Comment on fait ça? Bon, il y a évidemment le mouvement général de moins de consommation, mais les oxydes d'azote, tout ce qui est trait à la qualité de l'air, c'est des recherches un peu spécifiques sur les chambres de combustion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des recherches un petit peu spécifiques aux motoristes quand même, avec des centres de recherche. Je dis un mot de l'ONERAP, qui est un centre de recherche important dans ce domaine, qui est en capacité de conseiller l'industrie sur ces questions-là, sur des modèles de combustion très avancés, très sophistiqués. Donc ça, c'est la partie technologique qui a permis quand même, je le rappelle, en 50 ans, on a divisé où on a réduit les émissions d'oxyde d'azote des moteurs, d'une génération à l'autre de moteurs, de plus de 70%. Alors, le deuxième volet et du CORAC dans ce domaine, le deuxième volet d'action, est un volet un petit peu spécifique qui est, nous avons créé, dès l'origine du CORAC, on a créé un réseau thématique environnement. Alors, un nom un peu RTE, pour faire rapide, qui associe aux acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure une communauté élargie. Elle est élargie au CNRS, donc à nos collègues scientifiques plutôt académiques, aux universités, à des organismes comme l'INERIS, et à un certain nombre de scientifiques qui sont en mesure d'apporter conseils, savoir-faire, expertise sur les questions finalement qui ont trait à la nature physique de l'empreinte environnementale des avions. Alors, je vais donner un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont vous parlez aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant quand même. Vous savez que les avions produisent des traînées de condensation. Vous les voyez dans le ciel. Est-ce que ça a une influence ou pas sur le climat? Pour ça, il faut aller dans la compréhension physique, la modélisation, et ensuite dialoguer avec les avionneurs pour leur donner quelques guidelines pour qu'ils réduisent ces traînées de condensation. Pour les oxydes d'azote, c'est la même chose. On a fait un travail pendant plus de 2 ans avec ces spécialistes sur la qualité de l'air en environnement aéroportuaire. Je vous ai remis 3 exemplaires d'un rapport qui date de juillet 2012, mais il est toujours en vigueur.
On a donc travaillé sur l'état actuel de la qualité de l'air sur les principaux aéroports français, en s'appuyant sur des mesures, et puis surtout en prenant l'avis des experts sur que faudrait-il faire pour améliorer notre connaissance. Pourquoi? Les conclusions du groupe, elles ont rejoint celles de la CNUSA, donc l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui est, alors, pour le coup, tout à fait indépendant, même si je pense que le RTE a une vraie qualité d'indépendance par son association des partenaires académiques. En tout cas, les conclusions, elles étaient les suivantes. Les concentrations mesurées aux environs des plateformes sont très généralement comparables à celles mesurées par les stations de surveillance urbaine de fond de région. C'est-à-dire, dit autrement, il n'y a pas à l'évidence de saut marquant par rapport à ce qu'on voit en fond de région ou en fond de territoire, les mesures globales de qualité de l'air. Donc, les niveaux de pollution aux abords des aéroports sont dans la plupart des cas assez peu influencés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas distinguer ce qui vient du trafic aérien autour des aéroports, ce qui vient des avions, et puis globalement, ça reste relativement minoritaire, ça a été dit par Michel. En revanche, il y a quand même un certain nombre d'interrogations, en particulier sur les particules fines, où on a malgré tout des mesures peu documentées, on n'a pas de mesures en sortie des moteurs, donc on ne peut pas réellement introduire ça dans des modèles. Donc notre conclusion a été de proposer un programme, qui est un programme en 3 points, améliorer ce qu'on appelle les cadastres d'émissions, qui émet quoi, donc les automobiles, les avions, dans telle et telle phase. Et donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, à partir des modèles existants, il n'est pas forcément question de mettre 10 ans à développer un nouveau modèle physique. C'est assez complexe. Tout ce qui se passe en environnement aéroportuaire, il y a des réactions chimiques. S'il pleut, les choses se passent différemment. Ça peut s'accumuler dans certaines zones des aéroports. Donc, on a besoin d'une compréhension physique assez avancée. Et puis, donc, modélisation et dernièrement, mesures pour valider ces modèles. Donc, un programme de recherche en 3 points. Alors, on l'a proposé à nos financeurs, puisque le CORAC fonctionne avec un cofinancement État-industrie. C'était un des points majeurs, j'ai oublié de le dire. C'est toujours, dès qu'on parle de recherche un petit peu à long terme, on est dans des règles d'ailleurs européennes et mondiales de cofinancement État-industrie. Donc, on est en attente du lancement contractuel de ce programme, qui va durer 4 ans et qui s'élève à un montant d'environ 4 millions d'euros. On a fait une demande de financement à la DGAC avec un cofinancement à parité par l'industrie. Voilà, on attend beaucoup de ce programme parce que ce qu'on aimerait avoir sur l'environnement aéroportuaire, et nos collègues d'Aéroports de Paris, par exemple, sont très moteurs là-dessus, si j'ose dire, c'est une capacité de modèle prédictif. Est-ce qu'il y a des cas où on pourrait être un petit peu en limite sur ces fameuses particules, même si pour l'instant les mesures ne nous affolent pas, on a pour principe de prendre toujours un temps d'avance et d'aller regarder un temps plus loin. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Voilà, et en plus, vous avez tenu dans les purs chronométrés.